Moi, ce que je veux, c'est profiter de la vie, vivre à fond, rencontrer du monde et ne pas me soucier de l'argent. Le parking, ça m'a permis, si tu veux, d'avoir un fond de roulement. Et maintenant, je m'éclate. Tu vois, j'ai quitté en mai, j'avais un CDI assez bien payé dans une grosse boîte italienne dans le sport. Bah, j'ai pu partir. J'ai dit à mon employeur, ok, on part en très bon terme, on arrête. Et maintenant, je veux m'éclater, quoi. Donc maintenant, je fais ce que je veux de ma vie, de mon quotidien. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, on démarre parce qu'on était en train d'avoir une conversation de geek sur les tables de mixage, les micros, les casques et les trucs qu'il faut avoir pour faire du YouTube, pour faire du podcast. Je crois pas que ce soit le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, on a bien démarré dessus, Alex. Donc, Alex, t'es Ouais. pas ingénieur du son. Est-ce que tu peux te Pas du tout. présenter? Oui, bien sûr, je m'appelle Alexandre Lacharme, je suis né à Paris, j'habite à Paris et j'investis principalement dans les parkings et je forme aussi maintenant les nouveaux investisseurs. Trop bien. Et donc, rien à voir avec t'es pas un représentant commercial de chez Rode ou de chez... Non, mais j'aime bien le matériel, tu vois, je suis un peu comme toi, je suis un peu geek du matos, radio, YouTube, etc. Parce que ça fait vraiment longtemps que je suis sur YouTube, j'ai toujours aimé ça, tu vois, le podcast, au départ aussi vers 2006-2007 quand ça montait fort, etc. J'aimais ça, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le créneau. Et bah, ça me plaît en fait, ça me passionne. Donc quand on aime quelque chose, on le fait à fond. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est pareil, hein. Il a fallu un moment pour que je me rende compte qu'en fait, j'avais le bon appareil qui allait bien, etc. J'achète des trucs parce que ça me fait kiffer et que je dois les avoir. Je sais pas trop dans quelles circonstances je dois les utiliser. Et puis en fait, petit à petit, ça commence à faire un studio qui commence à être sympa en termes de. Ouais, mais on s'arrête pas. Après, si on est trop dans le matos, après on s'arrête pas. Donc à un moment, faut se dire bon, j'ai pas le super truc, mais au moins ça me permet de créer facilement, quoi. Exactement. Ah bah écoute, trop cool. Moi, en fait, tu m'as envoyé un mail il y a quelques semaines Ouais. pour qu'on fasse connaissance et tout. Et en fait, je te connaissais déjà, j'avais déjà entendu pas mal de choses sur toi. Parce que c'est vrai que t'es plutôt, tu bosses bien sur ta com. T'es là où il faut, J'essaye. j'ai l'impression. Écoute, j'essaye, hein. L'attaché de presse m'aide aussi, hein. Mais en fait, je me repose pas sur elle. C'est-à-dire que je suis aussi proactif. Et les gens que j'aime bien, quand j'entends un bon podcast, une bonne émission, une bonne chaîne YouTube, j'ai pas peur de contacter ou d'envoyer un message sur LinkedIn. Quand vraiment je sens qu'il y a quelque chose à faire. Hmm, Euh, c'est peut-être dû au fait que j'ai été commercial pendant 12 ans. 11-12 ans, tu vois. Donc, ok. j'ai gardé en mémoire ce côté, on va de l'avant, on va chercher les choses, on n'attend pas, on n'est pas réservé dans son coin, les bras croisés, quoi. C'est pas trop bon. Ouais, je suis assez comme ça aussi. Et j'ai été surpris quand on est dans une démarche proactive en fait, et surtout dans le cadre du podcast. En fait, il y a très peu de gens en fait, que ce soit juste pour se faire inviter ou pour inviter des gens. Il y a très peu de gens qui refusent en fait, parce que en tout cas, moi, j'ai jamais pris de gros râteaux, ou alors j'ai pris des râteaux par des invités en plus de taille plutôt petit. Ouais, Tu vois, hier, on a sorti un épisode avec Thierry de Mastéos et Thierry ouais. Vignal. Et mine de rien, c'est presque 400 salariés, c'est machin, c'est 40 millions, 45, je sais plus, de levée. Tu dis le mec, il est débordé. Et en fait, non, il a kiffé faire le podcast. Il a accepté de suite. Et en fait, justement, d'être proactif comme ça pour pouvoir discuter. Et le podcast s'y prête super bien. On se met souvent des limites, on se dit waouh, la personne est un peu au-dessus de nous, tu vois, plus avancé dans le business, on va se prendre un vent. Mais en fait, ces gens-là, ils ont envie de discuter avec des plus jeunes, des gens qui ont faim. Et c'est juste notre imagination, donc faut tenter. Après, tu vois, tu te dis, j'essaye, si ça marche, ça bien, si ça marche pas, c'est pas grave, mais tu perds pas grand-chose, tu mets juste ton ego un peu de côté, c'est bon ça. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, moi, super expérience pour rencontrer des gens comme toi, le podcast. Ça m'a permis vraiment là, on doit être je sais pas, 60-70 épisodes et j'ai pas eu, enfin si j'ai eu je crois peut-être deux mauvaises surprises, des gens avec qui c'est moins bien passé et qui on n'a pas gardé de contact à côté. Mais sinon, Ouais. c'est vraiment une super expérience. Ça dépasse mes attentes en tout cas. Donc ça, T'as c'est commencé vraiment très quand? cool. J'ai commencé, ça va faire 2 ans, là. Ça va faire deux Ouais. ans début ou fin d'hiver. Parce que en fait, j'en ai enregistré une dizaine pour vraiment tu sais, brûler mes ponts, brûler mes bateaux. J'oublie toujours l'expression de la casser, mais c'est les ponts, Ouais. je crois. Je me suis dit, j'en enregistre 10 avec des potes. Et comme ça, je peux pas revenir en arrière. Je les diffuse un par semaine. Et donc, en fait, entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai diffusé, il s'est passé quand même quelques semaines. Mais ouais, ça va faire 2 ans là. Donc après les confinements ou enfin Ouais, confinements, ouais, tout le monde en fait, hein. Ça ouais. nous a tellement rendu créatifs en fait ces histoires.
C'est ça, exactement. Et toi, du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer, tu fais plein de trucs. Moi, je fais plein de trucs. Ouais, je fais plein de. J'ai du mal à me définir, tu vois, parce que je suis vraiment un touche-à-tout un peu hyperactif, je pense, sur les bords, même si je me l'avoue pas vraiment. C'est plus mon entourage qui me le dit. Je suis un peu le mec lambda, le next door, si tu veux. Moi, j'ai investi dans l'immobilier il y a 10 ans, un peu moins, en achetant une petite place de parking, toute basique, toute petite à Paris. J'étais en alternant, j'avais pas trop d'argent. J'étais commercial, tu vois, je faisais, comme je te disais, beaucoup de prospection téléphonique. Et c'est un métier très dur, très ingrat, mais très formateur. Hmm. Et moi, c'était pas mon truc au départ, quoi. Moi, je sortais d'un bac littéraire, je kiffais lire, écrire. Bon, il s'avère que j'ai écrit après, des années après, donc j'ai refait le lien avec la sortie du livre à ses premiers amours. Mais ça a été un peu ma porte de sortie. Je me suis dit, ouais, tu vois, je tiens le fil de la pelote de laine et je vais le dérouler, quoi. Et je vais pas lâcher. Un peu comme un sportif, tu vois, qui se dit, bah tiens, je suis bon dans ce sport, j'arrive à faire, je vais faire les championnats, je vais aller au bout. Et j'ai rien lâché. Et avant ça, j'ai toujours aimé YouTube, tu vois, j'ai toujours filmé, j'avais créé aussi quelque chose qui existe toujours, qui s'appelle Inside Cannes. Et chaque année au Festival de Cannes, on va filmer, on va faire des interviews, des vlogs, on a filmé des artistes connus et moins connus, des réalisateurs. J'ai rencontré plein d'acteurs français, Belmondo, Rémi Julienne, Trop plein bien. de gens de cette clique-là. Et on l'a fait sorti du chapeau, quoi. Tu vois, on s'est dit, on va aller au Festival de Cannes, on va filmer, et on l'a fait chaque année. Il y a certainement un bouquin qui sortira aussi là-dessus. Chaque année, j'y vais depuis 2005, et le truc, j'ai lancé en 2014 avec des potes. Donc ça, c'était une chose side. Il y a aussi les montres. J'ai une chaîne de montres qui est side aussi. Mais le tronc commun, ça a été vraiment ce qui m'a permis de level up, c'est l'investissement dans les parkings. Alors, un truc, quand je racontais ça à des potes, ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ton truc, quoi? Pourquoi tu t'emmerdes pour louer, pour récupérer un petit loyer? Tu vas chez le notaire. C'est un gagne petit, ton truc. Et maintenant, ces mêmes personnes, bah, du coup, elles achètent le livre. Elles me demandent plein de conseils quand on est au resto, quand on se voit. Tu vois, ça a changé, quoi. Ah, trop bien. Du coup, on va parler du parking plus spécifiquement, Ouais, mais entre le fait d'aimer le matos, d'aimer l'audiovisuel, le fait d'aller au Festival de Cannes, le fait de machin, ouais. tout ça, c'est des passions. Quand t'as une sorte de... Moi, je suis très sensible, tu sais, au business muse. C'est les business qui te payent de manière passive et qui te permettent de faire d'autres choses à côté. Alors, ça peut être des choses, si t'aimes la pêche, c'est aller pêcher. Moi, en l'occurrence, j'aime pas pêcher, je suis complètement nul. Mais j'aime développer de nouveaux projets et puis du coup, je m'autorise grâce à ces muses qui me rémunèrent et qui sécurisent mon foyer, qui me permettent en fait de pas avoir de problématiques de revenus, de pas penser à ce côté alimentaire, etc. Bon, en l'occurrence, moi j'aime bien lancer de nouveaux business. Bon, c'est comme ça, mais j'aurais très bien pu aimer aller au golf ou autre chose. Toi, tu vois un peu le truc de la même manière, c'est-à-dire revenu passif plus gros kiff? Complètement. Mais vraiment, je suis aligné totalement. Moi, ma vie, c'est quoi? C'est d'avoir des revenus passifs avec l'immobilier et les parkings. Je suis pas passionné de parking, hein. Tu vois, le béton, j'aime pas ça, je préfère la pierre. Un parking, ça pue. Ça me passionne pas, un parking au départ. Mais je me dis, voilà, le parking, c'est la vache à lait. C'est ce qui va me générer du revenu passif. Et après, je m'éclate à côté. Je me fais que des kiffs. Je vais au Festival de Cannes, je pars en vacances quand je veux. Euh, euh, la chaîne de montres, je m'éclate, tu vois, je prends des graphiques, je fais des super miniatures, je vais chercher des invités, ça me coûte de l'argent, je loue des roues, mon film, on fait des trucs. Il y a un mec la dernière fois qui est venu de Marseille présenter des montres vintage, on a fait 3 vidéos. Mais je m'éclate en fait, c'est des rencontres. C'est exactement comme toi avec ton podcast quand tu rencontres des entrepreneurs. Ben moi, je rencontre des gens, on se voit, parle-moi de tes montres, ah mon grand-père a eu ça, et je les écoute avec des yeux immenses, et c'est passionnant, tu vois. Et donc, en fait, je m'éclate. Demain, je peux me découvrir une nouvelle passion et ça, c'est parti, tu vois, un nouveau sport, une nouvelle musique, je peux me mettre à peindre, à faire. Je veux dire, moi, ce que je veux, c'est profiter de la vie, vivre à fond, rencontrer du monde et ne pas me soucier de l'argent. Et pour ne pas me soucier de l'argent, bah, j'ai eu la chance, ou c'est pas vraiment une chance que je suis allé chercher, mais de me dire, bah tiens, assez tôt, tu vois, dans ma vie, il y a 10 ans, on parlait pas trop de revenus passifs dans du Mm. contenu français. Il y avait quelques Américains, mais dans le contenu français, c'était pas la mode du tout. Et le parking, ça m'a permis, si tu veux, d'avoir un fonds de roulement en perso et en société aussi, parce que j'ai aussi investi en société, d'avoir un fonds de roulement. Et maintenant, je m'éclate. Tu vois, j'ai quitté en mai, j'avais un CD assez bien payé dans une grosse boîte italienne dans le sport. Bah, j'ai pu partir. J'ai dit à mon employeur, OK, on part en très bons termes, on arrête. Et maintenant, je veux m'éclater, quoi. Donc maintenant, je fais ce que je veux de ma vie, de mon quotidien.
À 36 ans, c'est pas mal. C'est une chance. Ou bon, après, je suis allé le chercher. Hein, c'est pas, il y a rien qui est tombé tout seul chez moi. Par contre, hein, tu vois, c'est pas tombé du ciel. Et au moment où tu quittes, du coup, parce que il y a ce côté où c'est un rêve de vivre de ces revenus passifs, mais il y a la réalité. Ouais. Quand c'est le jour J, là où tu dois quitter la boîte, une angoisse particulière ou non? Oui, bien sûr. Je te mentirais si je te disais que j'étais hyper serein. En fait, j'étais serein sur l'idée parce que c'est ce que je voulais depuis des années. Je l'ai préparé. En fait, mon idée, c'était d'avoir des CDI sympas, tu vois, plutôt bien payés. Toujours dans les fonctions un peu marketing, commercial, plutôt dominante commerciale, et d'emprunter à crédit. Ok. Donc crédit, et puis de faire du cash flow. Donc si tu veux, à chaque fois que je m'enrichissais un petit peu avec chaque parking ou appartement, et après, au bout d'un moment, quand j'ai eu assez d'argent, même plus que ce que je gagnais avant, parce que tu cotises pas pour ta retraite, parce que c'est moins solide, entre guillemets, qu'un CDI, après quoi que c'est discutable, mais bon, je voulais vraiment être sécure, et après j'ai dit stop. Mais oui, j'ai mal dormi, hein. Il y a des moments, je me réveillais à 3h du matin, je me dis putain Alex, waouh, est-ce que t'as... Tu vois, j'avais un truc, j'avais peur en fait, j'avais du trac, en fait j'avais le trac, je me disais bon, c'est vraiment ce que tu voulais, allez maintenant assume quoi, fonce. Et bien sûr qu'on a tous des angoisses, des faiblesses, et il y a des moments où je stressais, et le stress s'est évanoui, il y a deux points clés en fait où il s'est évanoui. C'est quand mon livre est sorti et qu'il marchait bien, que j'ai vu que ça fonctionnait bien, il se vendait bien, j'avais un bon feedback de l'éditeur, tous les jours des gens me contactent sur les réseaux, etc. Et quand j'ai commencé à vendre, à réussir à vendre des formations, des accompagnements pour l'investissement dans les parkings, et j'ai vu l'argent rentrer. Donc ça a mis du temps, parce que j'ai arrêté le 31 mai. Après, je suis parti en vacances dans le sud, détente, et j'ai commencé à vendre plusieurs mois après quand même. Et du coup, là, quand j'ai revendu, en plus en tant que commercial, tu vois, quand j'ai revendu, je me dis, ok, j'arrive à vendre pour moi-même vraiment. Il y a une solution, il y a un business. Et là, je suis redescendu et c'était bon. Mais il y a eu un peu de stress. Ouais. Et cet été, par exemple, tu vois, j'étais à la plage, c'était génial. Mais le cerveau, je le déconnectais pas. Mes potes, ils me disaient, t'es pas là, Alex, tu vois. Ça tournait. Tu vois, j'étais en plein switch de reconversion en tant que, tu vois, salarié commercial à auteur, infopreneur quelque part. Et c'est waouh. Je vois ce truc-là. Moi, je l'ai eu aussi, les muses. En fait, j'ai même monté, j'en ai parlé avec Blondie quand il est venu sur l'épisode. J'ai même monté des business foireux à côté qui me permettaient d'avoir des, comment dire, euh, j'ai même monté des agences. En plus, je perdais grave dessous, agences web pour justement m'identifier à quelque chose de plus compréhensible par le commun des mortels. C'est d'un côté parce que je me cachais et de l'autre côté parce qu'en fait j'avais besoin, je m'identifiais à des choses, à des muses, des petits revenus passifs, des petits business avec des abonnements à droite à gauche, des trucs machin. Et donc ouais, je vois très bien ce genre d'angoisse. Mais je vois ça comme un business d'abonnement, ce que je fais. Hein. Ouais. Je perçois des loyers, mais c'est comme si je vendais de la téléphonie mobile ou que j'avais une application en ligne, ou comme si j'étais dans la tech. Hein. Pour moi, c'est exactement pareil. Je vends un abonnement, les gens me payent. J'ai des voitures et des deux roues aussi. J'ai pas mal démocratisé le parking pour les deux roues. Je suis un des premiers à le faire. Et du coup, c'est un abonnement. Hein. Donc moi, j'ai une vision assez start-up aussi. J'ai une vision assez... En fait, je suis un mec seul dans mon business. J'ai tout fait seul, sans association. Là, je vais certainement m'associer sur différents trucs. Mais je l'ai fait beaucoup seul, par choix. Mais j'ai commencé à bosser à l'époque commercial dans des startups. Donc moi, j'avais cet état d'esprit. On est à fond, on flippe, ça pivote tous les lundis, réunion, c'est chaud, le chiffre, c'est chaud, on se regarde le vendredi soir dans les yeux, putain, on fait pas de chiffre, on va devoir arrêter, du stress de fou. Ensuite, tu vas faire du sport, t'as besoin de te vider, t'en peux plus. Le lundi, t'as la boule au ventre, t'as les journées à rallonge. Ce côté un peu violent du business, un peu à fond à l'américaine, moi, je suis en plein dedans. Hein. C'est ma culture. Maintenant, je me détends, tu vois. Maintenant, j'ai envie de kiffer. Mais en fait, j'ai attendu 36 ans pour apprécier un café au soleil, pour apprécier vraiment un resto avec des potes, détente, etc. Avant, j'étais à 2000%. J'étais comme un mort de faim, le couteau entre les dents. Tout le temps. Ouais, ça me parle beaucoup, là, ce que tu me dis. Voilà. Et alors, du coup, si on revient sur le début du parking, parce que tu démarres par du parking ou tu démarres par de l'IMO traditionnel à part Parking, j'avais pas d'argent pour acheter de l'IMO traditionnel. J'avais
j'avais 4-5 000 euros sur le compte, parce que je dépensais n'importe quoi. Tu sais, j'achetais, tu vois, j'étais le genre de mec, je partais au ski, jouais mes skis avec des potes, et puis le dernier jour, j'allais à la boutique pour rendre les skis, je voyais des super skis hyper haut de gamme, je les achetais alors que je prenais le bus pour prendre le train et tout. Enfin, le mec complètement fou, quoi. Je partais en vacances, enfin, je vivais complètement dessus de mes moyens, en fait. Je dépensais plus que ce que je gagnais. Et, j'avais aucune notion, ça m'intéressait pas, le côté épargne, etc. C'était pas ma culture non plus. T'avais quel âge J'avais pas là? d'investisseur. J'avais, à cette époque-là, quand je faisais un peu gérer mal mon argent, ouais, je sais pas, 20 ans, 25 ans. C'est à partir de 27 ans, 26 ans que j'ai commencé à me dire forme-toi, réfléchis, essaie de comprendre comment fonctionne le business, l'argent, etc. Mais ça a été relativement tard. Et j'ai regardé combien j'avais sur mon compte. J'arrive dans l'entreprise pour faire du phoning, la prospection. À la pause déj, on buvait 50 000 cafés, nous, tellement on était stressés. On faisait des pompes dans les toilettes entre les appels de prospection. C'était la guerre. Hein. Je te jure, c'était le loup de Wall Street, cette entreprise. Mais c'était génial. C'était une super expérience. Et du coup, je regarde sur les applis, tu vois, Se Loger, Le Bon Coin, et je vois un petit parking moto dont personne ne veut. Tu peux mettre qu'une moto. Le truc, il est miniature. Il est tout moche. Je me dis, OK, ça, c'est pour moi. J'appelle. L'agent IMO dit passez à 19h, je fais ma journée, j'ai le smile, je vais visiter à 19h et je fais une offre rapidement et je mets un locataire. Tu vois, je l'ai acheté 4 000 hors frais de notaire, je mets un locataire à 45. En région Tout de suite. parisienne? À Paris même, À dans le Paris même. 18e. Non, non, Ok, dans ah ouais, Paris même. ok. Dans Paris même. Ouais, dans Paris même. Et tu vois, hors frais de notaire, on était à 10% de renta. Donc c'était très intéressant. Et j'arrive encore à avoir des rentas comme ça même dans des villes comme Bordeaux, comme Paris, peu importe. Et ça a été en fait, ça a été un déclencheur mental. C'est rien, tu vois, je gagnais 45 euros par mois. Mes potes se foutaient de ma gueule. Ils me disaient, attends, Alex, tu vas chez le notaire, tu machines, tu gagnes 45. Eux, ils avaient beaucoup plus d'argent que moi. Et moi, j'étais un peu raide. J'avais du mal à suivre quand on partait en vacances, tu vois. C'était. Je tirais la langue, hein, secrètement, je le montrais pas, tu vois. Et ça a été un déclic. Je me suis dit, OK, revenu passif, t'as mis ça, tu touches ça. C'est magique. T'as un mec ou une nana qui te paye tous les mois. T'allumes ton application, tu vois un virement. Mais j'ai envie qu'il y en ait plein. J'ai pas envie qu'il y en ait un ou deux, je veux qu'il y en ait 50, je veux qu'il y en ait 100. Ouais, surtout quand t'es habitué à faire du téléphone et aller les chercher avec les dents, les euros qui rentrent dans la boîte, quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais tellement une vision guerrière du business, tellement une vision de lutte, c'était tellement dur de faire du business que j'aimais ça. Tu vois, j'aimais cette confrontation. Tu vois, à vaincre sans péril, Ouais, en triomphe sans gloire, franchement, ouais. j'adore. C'est-à-dire que si tu veux goûter à une victoire, il faut que ce soit compliqué. Si ça tombe du ciel, tu sais, c'est comme ceux qui héritent de tout dans la vie. Ils héritent de tout, ils sont malheureux, tu vois. Il faut aller chercher les choses. Donc j'avais cette adrénaline. Tu vois, quand j'ai décroché un client, tu vois, il n'y avait pas la cloche dans la boîte, mais putain, on se levait, on allait voir. C'était la seule fois où on pouvait aller voir le boss. Tu vois, tout était vitré dans cette boîte. Mm. Et quand on faisait un contrat, on le notait au tableau, tu vois, sur le paperboard. Et puis on allait voir le boss et on était fiers. On se tenait bien droit. On n'était pas recroquevillés comme d'hab là sur nos écrans. Ah, voilà, moi j'ai fait une belle vente. Et là, on passait une bonne journée, quoi. Et le parking, ça m'a fait ça. Mais pour moi-même, je me suis dit, waouh, j'arrive à vendre. Et du coup, j'ai enchaîné. Et c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui te fait ce jour-là aller sur le Se Loger? Le déclic, ça a été de me dire, c'est possible de gagner de l'argent autrement qu'en faisant de la prospection. Parce que moi, j'avais une vision, si tu veux, très lutte de la vie où il faut aller chercher l'argent, il faut aller chercher les contrats. Je l'ai toujours cette vision, mais moins. Mais il faut aller chercher c'est dans le dur, c'est dans la Mm. difficulté. J'avais vraiment cette vision des choses que tout va vraiment. La méritocratie à mort, tu vois. Et ça m'a servi et c'est valable encore aujourd'hui dans plein de boîtes et chez les entrepreneurs, bien entendu. Mais là, je me suis dit, OK, il y a une porte de sortie à ce métier de commercial qui est fatigant, que tu vas pas faire 50 ans. Tu peux, en investissant de l'argent, générer un loyer. Et tu peux même faire un crédit bancaire. Donc, c'est la banque qui va financer et tu vas toucher un loyer peut-être supérieur au crédit. Donc, en fait, la banque va t'enrichir même de 50 ou de 100 euros. La démarche est magique. Tu vois, il y a de l'idée. Et là, je me suis creusé la tête et j'ai enchaîné. Et moi, quand je fais un truc, je le fais à fond en général. Et du coup, j'ai senti qu'il y avait un truc bien. J'ai eu de la chance, ça a été un succès. C'est vrai que quand on entreprend, c'est bien d'avoir un premier petit succès parce que ça donne l'impulsion. Ouais, secret des certitudes. Ouais. Exactement, tu vois. Donc ça a été un succès, ça a marché. Le locataire, je l'ai eu en une semaine. Il est resté 5 ans. Tu vois, il n'y a pas eu de turnover avant 5 ans. Le mec sympa, mon âge et tout.
Et je me suis dit, Alex, tu te mets des œillères, tu écoutes pas à droite à gauche, parce qu'il y a toujours des gens qui vont te décourager, hein, Ouais, bien sûr. et tu fonces. Et j'ai enchaîné pendant 10 ans. Quand tu enchaînes le coup d'après, du coup, tu n'as plus ton épargne, parce que tu l'as dépensé sur le premier. Donc, du coup, comment ça se passe? Tu vas voir le banquier? Alors, ce que j'ai fait le coup d'après, alors, la première OP, c'était en fonds propres, hein, c'était 4000 en même temps, c'était pas beaucoup. La deuxième, ensuite, j'ai économisé comme un fou furieux, parce que c'était un peu compliqué de faire un crédit à l'époque pour moi. Je gérais mal mon argent, les contrats étaient pas foufou, j'étais pas bien payé. Et j'avais racheté en fonds propres aussi la seconde. C'est la troisième où j'ai commencé à faire un crédit. Mais la seconde, j'avais acheté en fonds. J'avais fait une super affaire aussi. J'avais acheté en fonds propres. Et après, à un moment, je me suis dit, bah, arrête d'acheter en fonds propres et fais des crédits. Et quand j'ai commencé à avoir des jobs un peu plus sympas, un peu plus établis, des CDI, etc. Et là, j'ai fait à crédit immobilier, pas crédit conso, et j'ai enchaîné. Ok. Et crédit immo et pas crédit conso. Ok, d'accord, très bien. Et donc, moi, là, j'ai plein de questions qui arrivent. C'est, Vas-y, hein. je les pose comme ça et puis après on les met dans l'ordre que Vas-y, tu veux. pas On de peut se faire un problème. petit guide après, un petit guide Ouais. du truc de l'investisseur débutant en parking, quoi. J'ai envie de savoir le notaire quand il va pour un dossier à 4-5 000 euros, déjà comment il te reçoit. Déjà c'est le premier truc. Pareil pour le banquier et également la Bonne liquidité qu'a ce question. genre de parking. Donc moi, la liquidité pour les louer, je sais qu'à Bordeaux en tout cas c'est une galère pour trouver des parkings. Donc j'imagine que pour les ventes c'est pareil, mais je sais pas. J'ai besoin que tu me confirmes le truc. Pareil aussi, toi, tu t'es spécialisé dans le deux roues. Enfin, t'en as beaucoup Ouais, parlé. Je trouve que c'est une ouais, idée géniale. J'ai entendu un podcast où t'en parlais. Ça, ouais. il faut que tu nous en parles. Et voilà, enfin, voilà, si je démarre maintenant, à quoi il faut que je m'attende? Parce que c'est rien d'exotique un parking. Genre, on en a tous besoin. Mais à Ouais. côté de ça, il y a très peu qui investissent. Donc, du coup, bah, ça reste quand même quelque chose un peu de niche, quoi, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, c'est très vrai ce que tu dis. Je sais pas pourquoi c'est si de niche que ça. Il doit y avoir, je sais pas. Bah, c'est moins sexy que d'acheter un appart et de le mettre en Airbnb, de faire, tu sais, du homestaging, une Mm. super déco, etc. Tu vois, il y a un côté un peu moins prestigieux. Ou que de dire, tu vois, il y a un côté prétentieux, de dire j'achète des immeubles, tu vois, le gros investisseur, immeubles de rapport, ou des beaux immeubles, tu vois, haussmanniens, etc. Il y a un côté un peu prestigieux. Le parking, c'est un truc de crève la dalle. Mais moi, j'adore les trucs de crève la dalle. Tu vois, j'ai commencé commercial en alternance, on gagnait 900 euros. Si on faisait pas de chiffres, on nous disait, écoute, je peux pas te garder, tu me coûtes plus cher que tu me rapportes. Moi, j'ai commencé là-dedans. Donc, si tu veux, c'était raccord avec mon état d'esprit. Moi, j'étais chez moi là-dedans. Euh, Ta question, c'était, faut trouver un bon notaire. Ouais, faut trouver un notaire bah, qui est OK. Après, tu sais, un notaire, il prend ses honoraires. Que ce soit un parking, un appartement, il s'en fout. Lui, il touche quand même ses honoraires de rédaction d'actes, etc. Donc, ça, c'est pas un problème. Et puis, un parking, ça se trouve facilement. Hein. Tu vas sur les. Tout le monde me pose la question tous les jours, mais tu vas sur les petites annonces, tu vois, tous les sites de petites annonces, tu trouves des parkings. Après, il faut savoir négocier, il faut avoir l'œil. Il ne faut pas acheter quand il y a trop de charges de copropriété parce que là où tu peux te faire avoir, c'est que tu vois un parking pas cher. Tu vois, imagine dans ton quartier, tu es à Bordeaux, toi. Ouais, alors, j'habite plus à Bordeaux, mais je vis dans la région bordelaise. Admettons, tu À vas à Bordeaux. Bordeaux. Tu prends à Bordeaux, tu as un quartier où c'est 30 000. Là, en moyenne, soit c'est 30 000. Voilà. Et là, tu en vois un 20 000. Tu dis, waouh, c'est la bonne affaire, c'est fou. Et si tu connais pas, tu vas acheter celui à 20 000. Mais sauf qu'il est à 20 000, pourquoi? Parce que les charges de copropriété, elles sont hyper élevées. Parce qu'il y a peut-être un ascenseur, c'est un monte-voiture qui tombe en panne tout le temps. Et là, tu as tes locataires, ils vont péter un câble, comme ça m'est arrivé l'été dernier. Enfin, cet été-là, où je suis descendu du côté de Cannes, et j'ai 6 locataires dans cette copro, et ils m'ont tous appelé, je suis bloqué depuis 2 semaines, j'ai pas accès à mon truc, je résilie le bail, etc. Tu vois, ce genre de trucs qui peuvent arriver. Bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, il y a tout le temps un loup. Donc, il faut arriver à avoir l'œil et à se dire, bah tiens, les charges sont trop élevées. Si c'est plus de 20-25 euros par mois, c'est trop. Tu vois, ça, c'est un petit tip que je donne. Si les charges sont trop élevées, s'il y a un monde voiture, bah, ça tombe en panne, par expérience. Si les places sont miniatures et tu peux mettre qu'une petite Smart ou Fiat 500, bah, du coup, les gens qui ont des SUV, ils peuvent pas. S'il n'y a pas de borne, de recharge, etc. Donc, il faut avoir l'œil. Mais franchement, des bonnes affaires, on en trouve. Là, tu vois, je vis complètement des parkings. J'ai aujourd'hui une vie très sympa, mais je continue à acheter. Tu vois, en ce moment, je suis en train d'acheter une place dans Paris, dans le 15e. Je suis encore sur le terrain, quoi. Et ça parce que ça m'éclate. J'aime bien. Et justement, quand tu vas avoir un banquier, donc tu parlais tout à l'heure Ouais. de crédit conso et de crédit immo, c'est vrai que j'y ai pas réfléchi, mais on peut aussi faire du crédit conso sur du parking, en fait, vu les montants. Ouais, bien sûr. Alors, le crédit conso, je le recommande pas forcément parce que c'est plus cher.
et la durée est plus courte. Tu vois, c'est 10 ans max en général. Ouais, donc t'as pas de cash, quoi. Crédit IMO, tu peux faire 20 ans. Ouais, t'as pas de cash flow. Crédit IMO sur la RP, sur la résidence principale, en général, c'est 25. Après, ça change tout le temps. C'est pour ça que je ne vais pas faire des choses immuables, mais en général, c'est 25 ans. Avant, tu pouvais aller jusqu'à 30, etc. Mais ça coûte cher. Et pour un locatif, c'est 20 en général. Crédit conso, c'est 10 et tu payes un peu plus le taux est plus élevé. Donc, si tu n'auras pas de cash flow, tu vas payer ton crédit IMO, il va te coûter 300 et tu vas louer la place 150, 200. Donc, tu vas faire mettre de ta poche tous les mois. Sauf si vraiment tu veux la place. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une fois un conso parce que je voulais vraiment le parking, mais je recommande pas. Après, il y a plein de stratégies. T'en as qui vont acheter cash, qui ont un peu d'épargne. Tu vois, si t'as quelqu'un qui peut dire, bah tiens, j'ai 100 000 sur le compte, je le mets sur une assurance vie, je perds de l'argent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé récemment. Tu vois, ma banquière, elle m'a dit, mettez l'argent sur l'assurance vie. Je l'ai mis, j'ai perdu 2 mois après, il me manquait 2000. J'ai pété un plomb, j'ai envoyé un mail, je fais, attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a la guerre, il y a le truc. Ouais, mais merde. J'ai pas l'habitude de perdre de l'argent. Ouais, Redonnez-moi mon argent, je vais réacheter des parkings. Donc, celui qui a du cash, ça me permet de faire travailler son argent à entre 5 et 10%, voire plus, plutôt que de le laisser. En plus, tu as vu l'inflation. Celui qui a un contrat de travail un peu sympa, bah, il peut le faire à crédit. Celui qui est indépendant, il peut peut-être faire un petit crédit en même temps, utiliser son épargne. Donc, c'est un moyen de générer de l'argent tous les mois. Alors en perso, tu vois, ça te génère un petit fonds de roulement, ça met un peu de beurre dans les épinards, franchement. Qui serait contre avoir 100, 200, 300, 400 euros par mois en plus en perso? Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et après, si tu es vraiment, vraiment chaud, tu peux aussi acheter en société et être à l'impôt sur les sociétés. Et quand tu as une société commerciale, tu crées une SCI en fille et tu peux réinvestir tes bénéfices dans ta SCI. Ça reste, tu ne le sors pas en perso. Enfin, il y a plein de choses à faire. En fait, il y a 1000 choses à faire. Et l'avantage du parking par rapport aux apparts, c'est que c'est plus simple, c'est plus accessible aussi. Tu vois, il y a un côté un peu social. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent de famille. Aujourd'hui, toi, moi, je suis à Paris. Les gens que je connais qui achètent à Paris, résidence principale, locatif, c'est des gens, il y a la donation de la grand-mère de 50 000, il y a le père 100 000, mais quand tu n'as pas le père, la mère, quand tu es un peu en galère, comme moi à l'époque, tu vois, il y avait pas d'aide. Bah, la marche est trop haute. Et Bordeaux, c'est pareil, c'est hyper cher maintenant, Bordeaux. Bordeaux, maintenant, c'est compliqué. C'est sur plusieurs générations que ça se construit. Tu vois, donc quand tu n'as pas le côté génération en génération, héritage, la maison de famille, la grand-mère qui va te donner, quand tu n'as pas ça, tu es un peu from scratch, un appart dans une ville sympa, c'est compliqué. Donc, il y a une dimension un peu sociale que j'aime bien, un peu pour tous, quoi, investissement pour tous que je prône, que je revendique. Et puis, tu n'as pas les galères aussi d'un dégât des eaux. Ouais. Ça, c'est hyper important, c'est vrai. Du chauffe-eau qui pète, du locataire qui te défonce ton appartement. Quand tu fais du Airbnb, tu peux te faire ruiner l'appart. La loi aussi qui encadre les appartements, la loi Allure est hyper contraignante. Tu peux pas foutre quelqu'un dehors quand il paye pas. Tu as la trêve hivernale. Il y a plein de règles. Le parking, c'est le code civil. C'est un livre ouvert. C'est à la carte, le code civil. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Donc, en fait, tu as plus de souplesse en termes de législation. Tu as moins de galères, tu n'as rien à casser, il n'y a pas d'état des lieux, c'est une place de béton. Donc en fait, c'est plus simple, plus accessible, moins de galères, tu gères ça sur un fichier Excel. C'est vraiment, c'est comme du business, quoi. Moi, je vois ça vraiment comme un business d'abonnement. Excel, il a payé, il n'a pas payé. Et au niveau des rentas, par rapport, là, on a tous les avantages par rapport à l'immobilier classique, mais au niveau des rentas, est-ce que là aussi, on est à peu près pareil ou pas? Ouais, les rentas, t'es au moins pareil, voire plus. Alors moi, j'ai été beaucoup plus parce que j'ai mis des motos. Ça a été mon petit hack en fait. C'est-à-dire que tu es à peu près pareil. Enfin, à Paris, tu es plus un appart, tu es à 3-4% brut en renta et pour un parking, tu es plutôt à 5-6. Et moi, je me suis dit, ça ne me suffit pas. Je vais pas croître assez vite. C'est pas assez rapide pour moi, ça m'énerve. Comment je vais faire? Je voyais tout le monde qui vendait sa voiture. Tu peux pas circuler. Et tous mes potes, ils achetaient des scouts. Mais attends, je vais mettre des motos. Je vais acheter une place de voiture. Admettons, tu mets 100 € une voiture. Je la découpe en 4. Je trouve 4 locataires à 50. Je fais 200. Je fais x2 en CA. Ah, c'est bon. J'ai fait ça, j'ai enchaîné. Je l'ai fait des dizaines de fois dans Paris. 100 € une voiture. Moi, j'ai mis 4 motos à 200. Et je faisais x2. Donc là, j'ai grossi vite. Et tu as totalement le droit. Il faut juste récupérer 4 bips auprès du syndic. Tu fais 4 contrats de location.
Bon, tu vois un peu plus d'interlocuteurs, mais une fois qu'ils sont en place, tu les as bien choisis, tu fais un virement permanent, tu te fais pas payer en espèces, franchement, ça roule, hein. C'est de l'abonnement. Moi, je suis comme un fournisseur Ouais, de de SaaS, téléphonie, quoi. hein. Ouais, c'est Mais exactement ça. ouais, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, ça, donc tu disais pas de problématique. Donc tu récupères des bips pour pour le truc, mais t'as pas de Ouais. problématique de copro également sur le parking. Est-ce que la copro encadre le parking? Bah, la copro, si tu veux, tu peux pas faire n'importe quoi dans un parking. Tu peux pas boxer sans l'autorisation. Tu peux pas Ok. ériger un mur. Ce que tu peux faire, tu as le droit de faire ce que tu veux sur ta place si ça change pas l'usage. Donc, tu peux pas faire du stockage sur une place ouverte. Un box, on s'en fout. Tu vois, tu as un box, tu as un locataire, il fout ses meubles, ça se voit pas. Si c'est une place ouverte, tu sais, pas Hmm. boxer, bah là, tu peux pas mettre un canapé, etc. Ils vont dire, attends, Coco, c'est pas une brocante, quoi. Par contre, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre un rack à vélo et mettre 5 locataires vélo, tu peux mettre des trottinettes, etc. Du moment que tu fais pas en dur une modification esthétique. Tu vois, c'est comme si tu Ok. n'as pas le droit de changer, par exemple, ton balcon dans un immeuble, etc., parce que ça change Oui. l'esthétique. Mais tu peux tracer à la peinture une ligne, tu peux mettre un sticker, mais du moment que tu fais pas un truc en briques, en pierre, en parpaing. Et après, tu vas demander à ta copro, tu dis, écoutez, moi j'ai besoin de 4 billes parce que j'ai 4 locataires. Et ça roule. Et du coup, là, tu fais x2. Et moi, ça a été l'idée, si tu j'avais entendu une fois un mec faire ça, je sais plus où, et je me suis dit, mais c'est l'idée du siècle, il y a personne qui a pensé à ça, et je vais le faire. Et franchement, ça a été. Et en plus, et au-delà de ça, au-delà du côté individuel, ou de dire, ouais, je gagne plus, ça, on s'en fout à la limite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai service. Hmm. C'est-à-dire que ça rend vraiment service à des gens. À Paris, c'est devenu payant depuis septembre 2022, pardon. Donc, si tu veux, les gens, ils m'ont tous appelé. Ils m'ont dit, ah, j'ai besoin. Donc, il y a un vrai besoin. Et même avant ça, pour 45-50 euros par mois, tu as la personne qui a une jolie moto, qui a un joli scoot, etc., qui peut se garer dans la rue, il se prend pas d'amende, c'est sécurisé, il a son bip, pas de dégradation, pas de vol, ça dort au chaud. Franchement, il y a un vrai service. Tu vois, Ouais, c'est ça ça. rend vraiment service. C'est pas un truc inutile pour les personnes. Enfin, ils négocient pas le prix, ils sont contents, quoi. Ouais, t'as le mec qui va qui va prendre un scoot pour éviter les bouchons sur le périph', mais t'as aussi le mec qui a rêvé toute sa vie d'avoir sa moto, et quand il achète et qu'il se voit C'est ça, mes sa clients. selle défoncée ou quelque chose comme ça, je comprends facilement que ça Exactement. puisse Bah, faire grincer. quelqu'un qui peut mettre 7, 8, 10 000 dans une moto, tu as une belle Triumph, des choses comme ça, il mettra 45 dans un super parking éclairé, etc. Ça discute pas. J'ai plein de femmes aussi. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Et ils sont très, très contents. Et après, j'essaie d'être aussi exigeant dans la qualité du service client que je l'étais avec mes clients quand j'étais commercial. C'est-à-dire qu'ils peuvent me contacter sur WhatsApp, je suis dispo, je suis sympa, je fais signer un bail. Le week-end, ils peuvent me contacter s'il y a une galère, je suis réactif. On discute, on parle de business. Tu vois, je discute toujours avec eux. Ah, bon, moi, vous êtes dans quoi? Ah, vous êtes dans ça. Parfois, je les ajoute sur LinkedIn. Je pars en bon terme. Comme ça, plein de fois, il y en a qui partent. Ils me disent, Alexandre, ok, je vends ma moto ou je déménage. Un an après, ils reviennent. Ah, Alexandre, on a gardé un bon contact, je reviens. Et ben, ils redeviennent mes locataires. Hmm. Tu vois, j'essaie toujours de mettre le client au centre de. Tu vois, je parle de client. Enfin, j'ai Ouais, vraiment c'est ça. j'ai pas une approche du propriétaire. Tu sais, on a une vision du propriétaire, tu sais, un peu le vieux gros riche, désagréable, hautain. Moi, je vois ça comme des clients à choyer et qui me font vivre et j'en prends vraiment soin, quoi. Ouais, c'est très clair. Et au niveau des transformations de la ville et des transformations de tout ce qui se passe sur le véhicule, justement, quel est ton avis? Paris, ça a pas mal bougé. Alors, moi, je ne subis pas les changements de rue, les trucs piétons, les trucs machin, parce que je suis à Bordeaux, même si à Bordeaux, on a Ouais. quand même pas mal de contraintes aussi, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand je vais à Paris, tout le monde s'en plaint un petit peu de la politique récente, etc. Ouais, Donc, ouais, ouais. est-ce que toi, tu le sens sur ton business? Au niveau peut-être des bornes électriques, au niveau des gens qui ont peut-être moins de voitures ou pas? Est-ce que ça, il y a un impact sur toi? Oui, bah, moi, pas trop parce que, si tu veux, j'ai fait le choix d'avoir des motos à 95%. Donc, si tu veux, j'ai de la demande, surtout maintenant que c'est devenu payant dans la Mmh. rue. Alors là, en fait, j'ai plus de demandes que d'offres. Donc, c'est OK. pour ça que je veux racheter. Là, je rachète parce que je me dis, j'ai trop de demandes et ça me frustre. J'ai un manque à gagner incroyable. Mais ceux qui sont restés au parking voiture de papa-maman des années 70, oui, c'est Mmh. compliqué, hein. Mais on peut plus circuler à Paris. Honnêtement, moi, ça me fatigue aussi, Paris. J'ai envie de partir. Je t'envie un peu d'être dans le sud-ouest. Franchement, tu dois. euh, si je vais dans le coin, on se verra, quoi. Ah bah, Mais je avec grand t'envie plaisir. vraiment et profite. Et Paris, c'est devenu une ville très compliquée.
J'ai pas mal de potes entrepreneurs aussi et l'état d'esprit un peu tendu. C'est compliqué Paris en ce moment. C'est compliqué. Après, moi, pour mon business, si tu veux, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais j'aimerais un jour, pourquoi pas, en partir et d'être quelqu'un, un gestionnaire, tu vois, qui gère tout et partir, effectivement. Parce que moi, j'avais besoin d'être proche de mes parkings parce que c'était important pour moi. Mais Est-ce Paris, que en ce moment, c'est un peu compliqué. il y a des bonnes villes dans lesquelles il faut investir? T'as des villes, toi, donc toi, Toutes t'as les Paris. villes, ouais, franchement. Moi, il y a quasi tous les jours des gens qui me disent ça y est, je suis à Lille, j'y vais. Lille, Bordeaux, Lyon, Nice, il y a plein, et même des villes plus petites comme Angers. En fait, le parking, tu peux investir partout, même à la campagne. Alors, à la campagne, ce sera des garages, tu sais. Ce sera des box un peu à la campagne. Le problème, c'est qu'il y a la toiture à faire et t'es pas en copropriété, c'est pour ta gueule, tu vois. Donc, tu vas payer 5 ou 10 000 à chaque fois. Mais honnêtement, la seule chose, c'est qu'il faut comprendre son marché, comprendre tu vois, l'avatar de ton client, quoi. Faut qui tu veux comme client. En fait, c'est du business. Moi, j'ai une vision hyper business. Est-ce qu'il y a des KPI particuliers à regarder quand je dois choisir un parking? Toi, par exemple, est-ce qu'il y a un indicateur qui est un indicateur à vraiment considérer? Ouais, bien sûr. Je vais me balader dans le quartier. Je prends un café, je regarde les gens. Qui sont les gens? Quel âge ils ont? Est-ce qu'ils ont 30 ans? Jeunes actifs, un peu cadres? Est-ce que c'est un quartier populaire? Est-ce que c'est un quartier plus bourgeois? Mon client, c'est qui? Il va avoir 60 ans, il va avoir 20 ans, qui sait? Comment le quartier évolue? Est-ce qu'on construit? Est-ce qu'il y a des petites boutiques bio? Est-ce qu'il y a des petits cafés qui ouvrent? Est-ce qu'il y a des incubateurs? Est-ce qu'il y a des entreprises? Ensuite, je vais visiter le parking. Les charges, elles sont de combien? Est-ce qu'elles sont élevées? Pas élevées? Puis après, je regarde la qualité de l'immeuble, je regarde si c'est bien éclairé. Donc oui, moi, je regarde le quartier. Moi, mes clients c'est des hommes à 80%. J'ai de plus en plus de femmes, mais j'ai 80% d'hommes. Et ils ont entre 27 et 40 ans. Tu vois, c'est plutôt... voilà. Et c'est dans des quartiers montants où j'ai acheté. J'ai pas acheté dans les quartiers très bourgeois, très établis. Tu vois, j'ai pas acheté dans le 16e au départ, etc. C'était plutôt dans des quartiers, le 11e, le 10e, le 18e, tu vois, des quartiers montants où tu as des gens qui viennent, qui ont des jobs sympas, qui sont dans les startups, dans l'entrepreneuriat, et qui ont envie de se déplacer en voiture, qui n'ont pas envie de galérer, pardon, en moto, qui n'ont pas envie de se galérer avec les voitures, et qui vont pas me négocier le prix, quoi. J'ai pas envie d'avoir des gens qui me disent je veux payer 45 au lieu de 50. Ça m'intéresse pas. Donc j'ai vraiment, comme pour un business, je me suis dit, mais qui est mon client type? Et je vais aller chercher ce client. Donc je vais acheter des nouveaux parkings là où vit ce client. Pas là où il travaille, là où il vit. Et je suis allé chez eux, vers leur quartier, et j'ai acheté et j'ai jamais été déçu. Donc je vais jamais acheter dans un coin. Par exemple, tu vois, je vais pas acheter en grande banlieue dans des coins que je connais pas. Parce que je connais pas le locataire. S'il y a un problème, ça va être contraignant pour moi d'y aller en transport, ou surtout que j'ai plus de voiture. Donc je veux réduire le risque, réduire les frictions avec les locataires, réduire les interactions, parce que le temps, c'est vraiment de l'argent. Et le stress, ça coûte de l'argent, ça coûte cher le stress. Donc je veux... En fait, mon obsession, c'est le ratio entre l'argent que je gagne et le stress. Je préfère gagner moins d'argent, mais avoir moins d'interactions, moins de stress, ou des interactions de qualité avec mes locataires, où on discute, tu vois, que gagner plus, être sur des trucs un peu plus agressifs, mais avoir énormément d'administratifs et énormément de SAV. Ça m'intéresse pas. Ok, bah c'est hyper clair. Du coup, j'ai quatre sujets. J'ai donc le crédit, t'en as parlé. Si on comprend comment fonctionne le crédit pour un immeuble, est-ce que j'ai des choses particulières, pardon, à comprendre avant de faire un crédit pour acheter un parking? Le mieux, c'est de faire un crédit IMO. Comme je te l'ai dit, un crédit conso, ça coûte plus cher. Et en fait, tu vas voir ta banque, tu dis, bah tiens, je vais acheter ce parking-là. Tu demandes à ton notaire de te faire soit un compromis, une attestation. Moi, c'est un petit conseil que je donne aussi, ça coûte moins cher. On fait une attestation, c'est-à-dire que, en gros, tu as le tampon du notaire pour la banque qui dit, bah voilà, il y a un truc qui existe vraiment, quoi. C'est pas la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et après, quand tu as l'attestation, tu la donnes à ta banque et elle te fait un crédit. Franchement, ça passe pour 20 000. Après, ça dépend des banques.
Ça dépend du conseiller aussi. Parce qu'un crédit IMO, c'est un peu plus compliqué, voire À beaucoup plus monter. compliqué à faire et plus long qu'un crédit conso. L'enjeu, ça va être trouver le bon interlocuteur bancaire. Tu vois, moi, par exemple, dans ma banque, j'avais une conseillère avec qui je m'entendais super bien. J'avais acheté un appart, plusieurs parkings. Elle était sympa, elle m'aimait bien, tu vois. Elle se disait, waouh, le mec, il a la dalle, il est à fond. Tu vois, il y avait un petit feeling. Elle est partie. J'ai eu une nouvelle conseillère. Je l'avais jamais rencontrée, hyper froide, pas d'affinité avec l'immobilier. Bah, du coup, quand je suis revenu, je dis, ok, j'ai un truc, j'ai une affaire, faut être réactif et tout. Elle voulait pas me faire un crédit IMO, elle m'a fait un conso. Et après, à un moment, j'ai dû demander à la banque de changer de conseiller, tu Ouais. vois. Donc, il faut trouver le bon interlocuteur. Après, c'est comme quand tu veux un prêt pour une société, hein, Même, ouais. et enchaîner. Mais oui, on fait du crédit IMO pour un parking pour 15 000, 20 000, 25 000. Faut pas croire qu'on peut pas financer avec un crédit immobilier un parking. C'est un bien immobilier Ok. comme un autre, hein. Très clair. Au niveau de la fiscalité, point numéro 2, est-ce que à quoi je dois m'attendre? Je sais pas, j'ai 100 euros de revenus sur mon parking. Comment je suis fiscalisé si je l'ai acheté en perso? Alors, en perso, c'est le revenu foncier. C'est le revenu foncier. Alors, revenu foncier, c'est ta tranche marginale d'imposition plus CSG, CRDS. Donc, ça peut chiffrer assez vite quand on a une tranche à 30, 41 ou 45. Quand on a une TMI à 30, 41, 45, ça peut chiffrer assez vite. Alors, il y a un abattement. Si on fait moins de 15 000 euros de loyer par an, il y a 30% d'abattement. Donc, on est imposé, en fait, TMI plus CSG, CRDS sur 70% de ses revenus fonciers. Et il n'y a pas, contrairement, tu vois, au meublé, etc., c'est compliqué de déduire beaucoup de Des choses. charges. Ouais. Donc, moi, ce que je recommande au début, c'est d'acheter en perso pour se faire la main. Tu vois, parce qu'on va pas créer une SCI à l'IS au départ, c'est un peu compliqué. Sauf si on est déjà dans le business. Ou sauf si on fait On un a une gros projet en holding. association. Ouais, voilà. Ouais, sauf si. En fait, lambda, la personne lambda, moi, comme j'ai commencé à 4000. Et tu peux faire quoi à plus de 4000 enfin, moins de 4000 en immobilier, ça n'existe pas. Donc, j'ai commencé au bas de l'échelle. Mais je recommande, en fait, cette posture un peu du commencer petit. Ce qui ne veut pas dire ne pas être ambitieux, mais ça veut dire commencer raisonnablement. Donc, on achète en perso, plus simple, pas de galère, pas de création de société, de compta, de trucs. Et on fait peut-être une place, deux places. Et si on aime bien, si on a envie d'enchaîner, hop, tu peux créer une SCI. Donc par défaut, elle est à l'impôt sur le revenu. Sur option, elle est à l'impôt sur les sociétés. Il faut simplement cocher la bonne case. Et en SCI, c'est plus intéressant parce que bon, l'argent ne te revient pas directement tout de suite, mais tu es au taux réduit d'IS de 15% quand tu fais moins de 38 120 euros de bénéfices. Oui. Tu es imposé sur les bénéfices et non pas sur les revenus purs, sur les loyers. Donc le mieux, c'est d'avoir les deux. Tu vois, tu achètes ton perso, 1, 2 parkings, 3 parkings. Bien, tu négocies fort, tu fais un bon cash flow, comme ça, tu gagnes quand même de l'argent. Et après, si tu as envie d'y aller plus fort avec tes copains, tes potes, machin, ou tout seul, bah là, tu crées une SCI. Comme ça, tu as à la fois du revenu en pro et du revenu en perso. C'est une bonne manière de le faire. Très bien. Et mon 4e point, c'est la liquidité. Comme je te le disais tout à l'heure, toi en ce moment, tu cherches des parkings. Est-ce que tu galères à en trouver? Donc si tu galères, si admettons tu galères à en trouver au conditionnel, est-ce que tu j'imagine que c'est que c'est pas galère à vendre du coup. La pression, elle est du côté vendeur ou elle est du côté acquéreur sur le parking? Waouh, c'est une bonne question. Tu trouves des parkings. Franchement, tu vois, j'étais sur le bon coin. Je trouve un parking tout de suite. Attends, je réponds à ta question, puis je te raconte l'anecdote. Il n'y a pas de pression de l'un et l'autre. Franchement, ça se vend facilement. Moi, je vends pas. Je vends pas pour. J'ai pas besoin de cash. Pourquoi faire? Pour le mettre sur une assurance vie et perdre 2000 euros en un mois, ça ne m'intéresse pas. Le mettre sur des livrets à 0,5 alors que l'inflation c'est plus de 5, ça m'intéresse pas. Faire plaisir à mon banquier, je m'en fous. C'est pas mon ami. Tu vois, je veux dire, ça m'intéresse pas. Sauf pour mon ego et pour mieux dormir la nuit. C'est vrai que je dors mieux quand j'ai de l'argent, ça faut le dire. On dort mieux. Après, moi je vois le truc où Donc, si c'est de l'argent que je peux investir sur fonds propres, ça veut dire que c'est une réserve de valeur que je peux Ouais. que dans tous les cas, voilà, si Ah, mais je préfère. Moi, là, j'ai un peu de liquidité parce que j'ai vendu un appart, mais je suis très content. Et j'ai envie d'investir dans des bois, dans des startups. Tu vois, là, je suis en train de discuter avec des entrepreneurs pour prendre des participations. J'ai une SASU pour prendre des participations. Donc, moi, ça m'intéresse. Je veux investir dans des entreprises là. Ok. Et justement, j'ai un peu d'argent, donc je peux le faire facilement. C'est un bon plan. Et je recommande à tout le monde d'avoir de l'épargne, d'avoir de l'argent, ne serait-ce que pour ce que tu viens de dire. Pour avoir la réactivité d'investir. Si tu as l'esprit business, tu vois un truc, il y a un ticket à 5, 10, 15, 20 mètres. Si tu as les moyens de le faire et que c'est sûr, bah, tu peux le faire. Alors que si tu n'as pas d'argent, Ouais, déjà c'est tu vas clair. perdre ton interlocuteur.
Donc moi, je suis pas dans cette démarche de vente, je suis plus dans une démarche de gagner de l'argent tous les mois, tu vois, d'avoir une rente, d'avoir plus qu'un fonds de roulement, une vraie rente, à la fois en perso. En fait, aujourd'hui, ce qui me fait vivre, c'est mes loyers en perso. J'ai des loyers en perso en direct que j'ai acheté des parkings. Et j'en ai en société. Donc, si tu es en société, j'y touche pas. Je fais grossir boule de neige, réinvestis, soit dans des boîtes ou bien dans des parkings. Et en perso, ça me fait vivre. Ça me remplace mon salaire. Et là, j'ai acheté récemment. Je te dis, je vais sur le Bon Coin, je vois une annonce, j'appelle, je raccroche avec le commercial. Le commercial me rappelle après, il me dit « Ah, mais je vous connais, j'ai entendu parler de vous dans un podcast. Et puis, d'ailleurs, mon frère était en école de commerce avec vous. » Il me donne le nom. Je fais « Ah, mais oui, je me souviens de lui. Oh, c'est incroyable. » Et d'ailleurs, c'est lui qui va vous faire la visite, parce que moi, je suis pas à Paris. Et du coup, j'ai fait la visite avec le frère de l'agent IMO qui était en classe avec moi. Donc là, tout de suite, on se tombe dans les bras, on rigole, etc. Donc ça, tu vois, ça se fait. J'adore quand ça se fait comme ça. Je visite. Il était à 18 000 le parking. Je peux mettre. Regarde, c'est un exemple très concret, chiffré pour les auditeurs. Il était à 18 000. Proposé à 18 000 euros, tu vois, hors frais de notaire, à 18 000 euros. Je l'ai négocié à 16 500. Donc, j'ai fait déjà une belle affaire. Et j'ai négocié, j'ai dit en condition suspensive, vous mettez 5 jeux de bip. 5. Donc, bip plus clé piéton. Pourquoi ? Parce que je vais mettre 4 locataires, plus 1 pour moi. Tu vois, quand j'ai besoin d'y aller, etc. Et j'ai mis ça en condition. J'ai dit, voilà, moi, chez le notaire, quand on va signer chez le notaire, je vais faire en sorte que ce soit le matin. Tu vois, parce que je connais très très bien mon notaire. Ça va être, tu vois, 11h, midi, 10h. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je mets l'annonce, je récupère une liste d'attente. Donc là, je vais déjà avoir les 4, pardon. Je vais signer le matin chez le notaire. Et l'après-midi, je vais leur donner rendez-vous. Donc je vais signer, je vais récupérer tous les bips. Et l'après-midi, bonjour, vous allez bien ? Hop, c'est le numéro 1. Hop, 4 motos. Hein. Numéro 2, numéro 3. Et poum, je rentre le soir, je me fais un bon repas avec les potes et j'ai mis 4 locataires et ça crache plus de 10% de renta. Puisque je l'ai acheté 16 500 et je vais faire 200 de CA. En 2022. Donc tu vois, pour les mauvaises langues, les gens qui me disent oui, mais attends, il n'y a plus, on peut plus, c'était avant. En 2022, dans Paris, dans le 15e, un très beau quartier, je fais 10% de renta net de charge, les amis. Voilà, c'est un exemple concret. Donc, on peut faire 10% à Paris, alors que si j'avais acheté un appartement, j'aurais été à 3-4% brut sur des trucs horribles avec des mensualités. Enfin, c'est terrible. Ok, bah très clair. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'est le parking. Maintenant, j'aimerais que tu me... Alors, on a fait le tour sommaire, évidemment, parce que en fait, justement, tu as plein de trucs, toi, derrière, t'as plein de trucs, justement, à expliquer, mais du moins, pour comprendre l'enjeu de la thématique, tu vois. Mais, du coup, tu as décidé d'écrire un bouquin. Tu as décidé de lancer des formations, tu as décidé de communiquer. Et cette partie-là, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, du coup, qui t'accompagne. Déjà, tu parlais de l'avatar client tout à l'heure, de la psychologie des personnes que tu accompagnes. Justement, c'est qui la personne qui investit en parking ? Elle ressemble à quoi ? Alors, j'étais très surpris, c'est beaucoup de femmes. Ok. 75%, 75% de femmes. Et j'ai mon explication. J'ai fait ma petite enquête. Je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi des femmes ? En fait, les femmes, elles aiment bien investir dans les parkings parce que, tu vois, l'investissement, ça a longtemps été malheureusement un truc qui était plutôt dédié aux hommes et les femmes s'interdisaient un peu, tu vois, d'un point de vue social, de l'image, elles n'avaient pas forcément toujours confiance en elles étaient un peu rabaissées par rapport à ça. C'était l'homme qui ramène l'argent à la maison, tu vois, la société traditionnelle, etc. C'était comme ça. L'argent, c'était un sujet d'homme. Malheureusement, ça change aujourd'hui, heureusement. On voit plein de podcasts de l'argent au féminin, etc. D'ailleurs, qui sont parfois un peu sectaires, puisqu'elles ne veulent pas inviter d'hommes. Donc, faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Là, on va rentrer dans un débat sur toutes les. C'est la grande mode, j'ai l'impression, depuis 2020, où justement. Mais je trouve qu'il faut pas opposer. Moi, juste la digression, tu vois. C'est très bien. Moi, j'ai été élevé seul par ma mère, donc je suis pas macho, tu vois. J'ai été élevé par une femme seule, monoparentale. C'était pas facile d'ailleurs. Et du coup, j'ai pas cette vision-là, tu vois, de l'homme. J'ai jamais pas eu cet exemple-là. Mais je trouve qu'il ne faut pas opposer l'homme et la femme en disant oh, les hommes, nos ennemis, etc. Je trouve que attention, il faut pas, c'est pas une bonne direction. C'est mon point de vue. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, j'ai pas mal de femmes qui me contactent parce qu'en plus, elles ont moins d'ego à se faire coacher par un homme que les hommes. Tu as plein d'hommes, tu vois. Alors, les jeunes, ça va, tu vois, 20, 30 ans, ils s'en foutent. Mais si par exemple, tu as des hommes qui ont la cinquantaine, soixantaine, etc., c'est pas vraiment mes clients, mais il y en a quelques-uns.
ils ont une espèce d'ego. Mais attends, mais ce petit jeune qui a la trentaine, cet Alexandre là, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre de la vie? Moi, je suis entrepreneur, j'ai monté des boîtes. Tu vois, il y a un côté un peu rivalité, égo. La femme, elle a moins ça. Tu vois, j'ai L'homme, il a remarqué, peut-être elle plus a envie que moins tu le ça. fasses à sa place, j'ai l'impression, non? C'est peut-être ça? Ouais, aussi, ils sont un peu moins courageux, ils ont plus envie de pas se prendre la tête, quoi. Ok. Alors que la femme, elle va sur le terrain. Franchement, les femmes que je coach en ce moment, elles vont sur le terrain, elles m'impressionnent, elles sont incroyables. Elles vont sur le terrain, elles sont là, elles m'envoient des WhatsApp. Tiens, Alexandre, j'ai visité ça, etc. Elles sont à fond. Donc, il y a le fait qu'elles osent plus, qu'elles ont moins le côté égo de se faire coacher par un homme. Tu vois, le côté un peu, j'ai pas envie d'avoir des leçons d'un mec. Alors, je suis pas dans cette posture de donner leçons, mais il y a ça. Et il y a le fait aussi elles sont plus prudentes avec l'argent, elles sont moins tête brûlée souvent. Et du coup, le parking, c'est moins de risques. Mettre 20 000 d'investissement, c'est mieux que de mettre 200 000. Tu vois. L'homme, il est un peu plus joueur souvent. Tu vois, il se dit, bon, allez, on y va. Soit, il me fait comme ça, l'homme. Tu vois, il me fait, bon, allez, on y va ou on n'y va pas. Tu vois, soit on y va vraiment, soit on n'y va pas. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Mais tu vois, l'homme, il dit, allez, on achète un truc à 200. La femme, elle commence petit. Donc, le parking avec un ticket d'entrée, tu vois, à 15 000, j'ai en moyenne 15-20 000 le démarrage, bah, c'est plus simple. Donc, ticket d'entrée plus faible, ça leur plaît. Le côté que ce soit facile aussi, pied à l'étrier simple, c'est bon. Et puis le fait de se faire coacher, moins de réticence, moins de friction, moins de frein. Donc j'ai quasi que des femmes. J'ai quelques hommes aussi, mais j'ai beaucoup de femmes. Et tout ça pour revenir à ta question. Maintenant, oui, j'ai eu envie de former, d'écrire un livre. Alors, comment ça s'est fait? C'est-à-dire que avant, je parlais pas de mes business de parking. C'était un truc entre les potes parce que je bossais beaucoup aussi. J'étais commercial. Donc, tu vois, j'avais des postes de commerciaux assez pas mal de responsabilités. Je bougeais beaucoup, je bossais beaucoup, beaucoup de pression, etc. Et j'étais vraiment les mains dans le cambouis, quoi. Tu vois, j'étais dans le dur, dans le dur. C'est-à-dire que tu vois, je bossais commercial, ensuite j'allais faire des crédits, j'achetais des parkings, je dormais pas beaucoup la nuit, quoi. Et je voulais gagner un max d'argent, tu vois, je comptais, je voulais que ça croisse. Vraiment, j'étais comme devant un tableau de bord d'entreprise. Et à un moment, je me suis dit, ok, profite un peu de la vie. Ça peut s'arrêter demain, quoi. Tu vois, tu peux passer sous un bus, enfin, je sais pas, tranquille, tu vois. Profite un peu de la vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, j'en ai parlé sur un premier podcast. Je sais plus qui m'avait contacté, j'ai pas sur un premier podcast. Et en fait, ça a fait boule de neige. Après, les gens m'ont contacté. J'ai rencontré aussi des gens, etc. Et en fait, on a enchaîné les podcasts, tu vois. On est passé sur des petits podcasts jusqu'à des gros podcasts sur la thématique. Et les éditeurs ont commencé à entendre parler de moi. J'ai connecté aussi avec certains. J'en ai contacté moi-même certains aussi. Et du coup, il y avait 2-3 éditeurs dans la shortlist. Et j'ai choisi Erol, qui est un super éditeur, très établi. Il y a beaucoup d'invités du podcast qui sont passés chez Erol pour produire leur livre. Voilà. Et le livre, Erol, en fait, ils m'ont signé. J'avais même pas écrit le bouquin, c'était juste sur l'idée. En fait, j'ai envoyé les liens des podcasts. J'ai expliqué qui j'étais. On s'était même pas rencontrés. Ils ont écouté les podcasts. Ils se sont dit, il y a un côté, d'un point de vue business, c'est intéressant. On aime bien ta personnalité. On n'a pas traité le sujet. En plus, sous l'aspect un peu du deux roues, c'est un peu disruptif, etc. Tu vois, il y a un truc qui est un peu original. C'est pas le truc plan-plan, quoi. Le guide pour les nuls pour investir dans les parkings. Surtout ce que je voulais pas écrire. Et on s'est dit banco. Et pendant 1 an, j'ai écrit le bouquin. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais écrire? Moi, j'ai eu la prétention de dire oui. Du coup, ils m'ont pas du tout aidé. Parce qu'en fait, t'as plein, ça je l'ai appris par la suite, c'est un milieu très spécial, édition. T'as plein, la majorité en fait des auteurs, ils sont hyper aidés en fait. Il y a un co-auteur. Donc soit t'as un co-auteur, t'as quelqu'un en fait qui est plus ou moins mis en avant. Souvent il n'est pas mis en avant, hein. C'est juste dans les remerciements où t'as un co-auteur qui va écrire le livre avec toi. Ou alors t'as un ghostwriter qui écrit carrément le bouquin. Donc soit t'as quelqu'un qui écrit le bouquin, ça c'est tous les influenceurs, ils écrivent pas bien entendu. Donc t'as un ghostwriter qui écrit. Et souvent, tu as un co-auteur. Et le co-auteur, en fait, il va te donner rendez-vous, tu vois, toutes les semaines dans un Starbucks, où il va venir chez toi, ou tu vas venir chez lui, et il va te structurer, il va réécrire, etc. Donc, tu n'as pas vraiment écrit le livre. Et moi, je l'écris seul. J'ai cette fierté, c'est le bouquin, ils n'ont pas changé une virgule. Okay. Vraiment. Les 250 pages, je l'ai écrit seul. Et franchement, c'est un boulot de dingo quand tu es commercial à côté, 4 commerciales. J'avais pas de vie, quoi. Combien de temps ça prend pour Ça a pris un peu moins d'1 an, ouais. Ça a pris 8 mois, ouais. Après, il y avait des périodes un peu de procrastination. Moi, je suis pas partisan, tu vois, je discute avec des auteurs maintenant.
et qui me disent, tu sais, qu'on a une espèce de rigueur, tu vois, qui se disent, moi, tous les matins, 8h, 9h, tu vois, un peu Miracle Morning, quoi. Tous les matins, 8h, 9h, j'écris. Moi, je n'étais pas dans cette démarche-là. Moi, c'était plus à l'inspiration. En fait, j'ai écrit le bouquin comme un artiste, comme un mec qui fait de la musique. Tu vois, c'est-à-dire comme un mec qui fait un album de rock, de rap, ce que tu veux. Il y a des moments, il y a des périodes un peu... Il n'est pas inspiré. Et puis d'un coup, putain, il s'enferme. Il écrit toute la nuit, il va à la campagne, dans la Creuse, dans la Nièvre. Il écrit, et tu vois, il lance tout. Et là, ça parle au cœur, tu vois, c'est fort. Moi, j'étais vraiment là-dedans. J'ai vraiment écrit comme ça. Et ça a été amplifié du fait que je l'ai écrit seul. Donc moi, j'ai vraiment vécu comme un truc un peu artistique, alors que ça parle de parking. C'est quand même un comble, tu vois. C'est un peu bizarre. J'ai mis beaucoup de perso en plus. Donc. Justement, j'allais te poser la question. T'as mis du perso. Donc il y a le côté, tu aurais pu faire un livre très technique ou un livre je voulais pas copyrighté avec du storytelling, etc. T'as choisi la deuxième partie. Ouais, ils m'ont laissé carte blanche, Erol. Et Erol, ils m'ont dit, fais-nous un livre sur les parkings. Je pense qu'au départ, ils avaient l'idée, si tu veux, l'éditeur, il avait l'idée de faire un livre un peu plus technique. Parce qu'Erol sont très forts sur le technique. Ils voulaient faire un livre technique, tu vois, style les 10 étapes, etc. Très, très technique. Et moi, je me suis dit, ce livre, je vais en vendre beaucoup quand même. Tu vois, je vais en vendre au moins 10 000 la première année, ce qui est best-seller dans la catégorie. Si je vais en vendre 10 000 en 12 mois, s'il est trop technique, ça va être trop... On va aller chercher juste la niche des gens. Je veux un bouquin où il y a du récit, où il y a du... Je veux un bouquin deep. Je veux un bouquin fort. Je veux un bouquin où je raconte que j'avais pas de thunes, que j'ai perdu mon père à 9 ans, que je me suis retrouvé avec ma mère, on n'avait rien. Et puis après, je me suis bougé. Tu vois, je voulais un livre impactant, mais pas bullshit. C'est-à-dire que je le voulais incarné par mon histoire, mais après avec une partie feuille de route très très concrète, très précise, avec les différentes étapes, toutes les erreurs que j'ai faites. Tu vois, quand je me suis fait avoir, je regardais pas les charges, j'ai acheté avec mon voiture, c'était une catastrophe. Donc je voulais qu'il y ait les erreurs, la méthode et du récit. Donc c'est un bouquin qui est compliqué à classer, puisque tu as un peu de dev perso, tu as pas mal de motivation, et tu as de la technique. Donc, c'est vrai que mon attaché de presse, que j'ai choisi de prendre une attachée de presse, ça, c'est encore un truc qu'on peut dire, parce que ça, c'est un truc que j'ai payé à mes frais, d'ailleurs. Hein. Ah, je croyais que c'était l'éditeur qui Non, en fait, l'éditeur a un service marketing, un service presse, mais je leur ai demandé ce qu'ils allaient faire, et ça ne me suffisait pas, et j'ai dit, OK, je veux une attachée de presse à mes frais. Donc, j'ai pris une attachée de presse en mission 3 mois, qui s'est connectée avec le service marketing d'Erol pour bosser ensemble. Ça a été à mon initiative. Tu vois, c'est encore l'initiative du mec commercial qui veut se bouger, qui n'attend pas que ça se fasse. C'est dans la même énergie. Et du coup, il était difficile à présenter à la presse parce que, tu vois, quand on allait voir un peu des médias un peu grand public avec de l'inspiration, parking, non, je comprends pas. Mais on dit, lis-le. Il lisait, il fait, ah ouais, ok, c'est bon. Tu vois, j'ai voulu ce bouquin, tu vois, qui est inclassable et qui est pas chiant. J'espère qu'il est pas chiant, je pense pas, j'ai des bons feedbacks, mais je voulais pas un livre chiant, technique, genre l'investissement immobilier pour les nuls, parce que ça, je trouve ça tout sauf motivant. Ouais, bien sûr. Et comment ça se passe le bouquin? Les gens, ils te découvrent en podcast, ou ils te découvrent dans tes contenus, ils achètent le bouquin et ils vont plus loin? Ou alors ils achètent le bouquin et ensuite ils creusent et ils vont plus loin? C'est quoi comment tu l'imagines? Parce que j'imagine qu'il y a autant d'histoires que de lecteurs. Je le vis tous les jours, ça. Non, mais c'est une très très bonne question. Tu veux dire comment ils connaissent le bouquin ou comment ils me connaissent moi? En gros, l'histoire avec ton histoire à toi avec le lecteur, c'est voilà par quoi il commence, par quoi il continue et par quoi il termine, quoi. Alors, moi, ils vont me connaître avec les passages radio que j'ai fait. Là, on a fait pas mal de presse, de radio. Tu vois, les échos, on a fait du TikTok, on a fait Nice Matin, 20 minutes, enfin plein de trucs. On a fait pas mal de presse. Donc, ils me connaissent. Ils vont sur mon site, ils achètent le livre ou ils me contactent pour être formés. Ils me connaissent aussi, ils me découvrent aussi avec mes autres side business. Tu vois, Inside Cannes, les montres aussi, Tocante, ça s'appelle. J'ai converti beaucoup. C'était pas volontaire. Hein. Je me suis pas dit je vais convertir les gens qui regardent mes vidéos de montres pour des clients du livre. C'est un peu agressif. Mais c'est eux d'eux-mêmes, en fait, sur l'Insta de ma chaîne de montres, ils m'envoyaient les photos du bouquin. Ils disent tiens Alex, j'ai ton livre, c'est ma lecture du jour. Waouh, fou.
Là, ça me touche, tu vois. Je me dis, bon, merci, franchement. Alors que c'est pas forcé, ça vient d'un autre canal. Ouais, donc ils font C'est ce que l'effort je de te dis- chercher, c'est c'est pas ce que je tu te te disais bourrines. hors antenne, en fait. Ouais. Non, je bourrine pas. C'est ce que je te disais hors antenne. J'ai fait un peu d'ads aussi sur Google. J'en ai fait un peu sur Facebook. L'éditeur en a fait un peu sur Amazon, mais light. En gros, si tu veux, les gens vont me connaître effectivement par un média. Tu vois, ça peut être pourquoi pas un podcast, ça peut être un média presse, web, réseaux sociaux, ou un de mes side business. Et ensuite, ils vont s'intéresser, ils vont entendre l'histoire ou le concept, ils vont s'intéresser et ils vont soit me contacter pour être formés, soit lire le bouquin, etc. Ou alors, dans les rayons aussi des Fnac, des Cultura, des librairies, tu as plein de gens qui m'ont dit tiens, j'ai vu ton bouquin. Tu vois, il y a des joueurs de foot, par exemple, là, récemment, qui ont vu le bouquin à la Fnac et qui l'ont acheté. Et puis après, ils me contactent. Donc, ouais, je suis bien représenté là, dans les Fnac, bien mis en avant. Donc, du coup, si tu veux, ils découvrent le bouquin ou ils entendent pas, ou le bouche à oreille aussi. Le bouche à oreille. Après, tous les moyens sont bons, finalement. Ouais, de toute façon, tu vois vraiment ça. En pub, on aime bien parler du modèle d'attribution, mais toi, ton modèle d'attribution, il est assez large, en fait. Tu vas un peu. Bah, il est hyper Ouais. large. Il est hyper large. Ça peut venir de ma chaîne YouTube de montre. J'ai converti, je sais pas combien de lecteurs, des centaines. Ma chaîne YouTube de montre, les Fnac avec le bouquin positionné, la radio, les podcasts, l'éditeur, le bouche à oreille. Tu vois, il n'y a pas une stratégie pure, mais elle est plutôt organique. Du paid, tu vois, j'en ai fait un tout petit peu, je te dis, sur Insta, sur Google. Mais en réalité, quand tu cherches du parking, tu tombes assez facilement sur moi. Hmm. Ce qui compte pour moi, c'est que donner envie aux gens, tu vois, d'investir. Tu vois, il faut que ce soit impactant. Il faut qu'ils se disent, putain, je peux le faire aussi. Je suis un peu en galère de thunes en ce moment, c'est compliqué. Je ne sais pas comment faire. Tu vois, j'entends parler des SCPI, j'entends parler des cryptos, des NFT, des trucs. Le parking, c'est tangible, c'est un bon complément, j'y vais. Je veux emporter les gens. Donc moi, je suis vraiment dans cette démarche de proposer un truc où les gens ont envie de donner envie aux gens de se bouger, en fait, tout simplement. Et là, ils adhèrent, quoi. Ou pas. Et justement, comment tu vois ta suite? Est-ce que tu vas écrire un bouquin sur les montres? Est-ce que tu vas utiliser la même stratégie, par exemple, sur ce truc-là? Ou ça restera. Comment tu vois le truc? Est-ce que. Peut-être tu as envie de rester comme ça? Et c'est complètement OK. Non, j'ai pas envie de rester comme ça. Je me force à rester comme ça. J'ai un copain auteur qui m'a dit, Alex, calme-toi. Tu sais, moi, je voulais enchaîner direct un autre bouquin. Je te dis la vérité. Tout de suite. Moi, je me suis mis une stratégie. Je me suis dit, Alex, tu sors un bouquin tous les 2 ans. Tous les 2 ans, tu sors un bouquin. J'ai 4 bouquins en cours d'écriture. OK. Et j'ai parlé avec mon pote, il m'a dit, Alex, profite, t'as sorti un bouquin chez Erol, il se vend bien, t'as des super feedbacks, t'accompagnes des gens, tu vends des formations, ça marche bien. Mais profite, va au bout, tu vois, savoure, utilise. Tu vas sortir un autre bouquin, tu vas être frustré parce que ça va, tu vois, ça va couper l'élan. Épuise le truc. Et je dis, ouais, en fait, t'as raison, je l'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, t'as peut-être raison. Et du coup, j'ai vraiment envie de développer cette niche du parking. Tu vois, là, du coup, je rachète des parkings. Je vais faire un peu peut-être de transactions un peu en mode agent immobilier avec un associé. Ça, c'est le volet que j'avais pas, le seul volet que j'avais pas. OK. C'est-à-dire que le volet, tu vois, plein de gens me contactent, ouais, je vais acheter un parking, moi je vais le faire pour eux et je vais prendre des honoraires. Donc ça, c'était le volet que j'avais pas et je voulais pas le faire seul. C'est la carte T classique, agent IMO. Ouais, OK, c'est le volet que j'avais pas et le faire seul, tu vois, après ça fait beaucoup, quoi. Tu vois, à un moment, je suis une seule personne. Non, clairement. Je fais déjà énormément de choses, tu vois, entre le montage des vidéos et tout. Mais oui, j'ai envie d'écrire. En fait, j'adore écrire. Tu sais, moi, comme je disais, j'ai commencé avec un bac littéraire, tout ça, et j'adore écrire. La lecture, ça a été dans une période de ma vie l'exutoire un petit peu important. Tu vois. Ouais, c'est un truc deep, tu vois. Et j'adore écrire et mon but, c'est pas l'ikigai ou l'ikigai ou je sais pas trop quoi, mais mon but, c'est vraiment de motiver les gens, tu vois, plutôt les plus jeunes, qui n'ont pas forcément trop au départ confiance en eux, trop de thunes, etc., à se dire, lancez-vous, bougez-vous. Et c'est vraiment ça qui me motive. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir quelqu'un qui me dit, tiens, ouais, j'ai lu ton livre, j'ai acheté un parking, je suis content. Franchement, je galérais grave, je savais pas quoi faire et tu m'as motivé. Je reçois ça, je te jure, je passe une bonne journée, quoi. Ouais. Et mes autres bouquins, je veux qu'ils soient dans cette démarche, donc tu vois, un peu motivant, mais pas motivant sur du vent, tu vois, un peu à l'américaine, où c'est motivation
pensée positive et tout, c'est pas là-dedans. C'est motivant, mais avec une base, tu vois. Par exemple, comment entreprendre, tu vois, une méthode, comment lancer un business, mais avec, tu vois, peut-être des témoignages d'entrepreneurs qui se sont plantés. Parler de l'échec aussi, tu vois, j'ai envie de parler de ça, de parler de, bah, faut se planter pour réussir. Tu vois, donc j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction plus inspirationnelle qu'ingénieur et technique. La technique, ça m'intéresse pas de fou. Je suis technique, je peux être technique dans le parking, je le suis dans le bouquin, je le suis dans mes formations, elles sont hyper techniques, il y a des quiz, il y a des corrections. Dans tous les cas, On c'est parle pas la de technique qui SCI, va activer la vente et qui va activer le kiff. Hein. T'as tout compris, exact. Voilà, C'est tout ce merci. qu'il y a autour. Hein. C'est la preuve sociale avec les Merci. témoignages, ton Voilà. historique, ton storytelling, on le sait très bien. Hein. Voilà. Voilà, Ouais. merci. Et tu vois, il y a un biais en fait. Tu as pas mal de gens qui sortent des bouquins, j'ai vu, et qui sont trop, tu vois, dans la technique, et ils parlent pas assez, tu vois, du perso, des émotions. C'est couper des émotions, tu vois. C'est-à-dire que on fait ci, on fait ça, etc. Mais ok, moi je le suis. Moi, tu vois, dans la formation, je parlais des montages holding SCI, des trucs hyper techniques. Mais si je fais que ça, tu vois, ton client ou la personne qui suit, qui écoute le podcast, ça va pas le toucher. Il va regarder, il va dire ouais, c'est intéressant, il va le mettre dans les favoris, il va regarder plus tard, tu vois, dans les transports et tout, mais tu vas pas le toucher. Si tu lui dis par contre, voilà, je me suis planté, j'étais une grosse merde en finance perso, j'ai dépensé n'importe quoi, c'était une catastrophe, je le reconnais, si tu reconnais tes torts et tu te dis bah j'ai réussi à m'en sortir grâce à ça, mais je fais encore plein d'erreurs, je doute plein, j'ai arrêté mon CDI, je dormais pas la nuit. Tu vois, faut dire la vérité en fait. Les gens ils disent pas la vérité, ils veulent trop garder une image de warrior, mais il faut être humain. Non, mais et quand tu es humain, les gens ils adhèrent. La personne pour se projeter, elle a pas besoin de se projeter que sur la ligne d'arrivée, elle a besoin aussi de savoir qu'elle est sur la même ligne de départ qu'au début de l'histoire quand on commence à la raconter. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, quand j'écris un mail ou quand on écrit un post ou quoi que ce soit, donc livre, j'ai jamais fait, ça me semble Je te recommande. Ah, ça me semble insurmontable comme ça, tu vois. Vraiment, Franchement, c'est une aventure de fou. Je te le recommande, mais vraiment chaudement, parce que c'est une aventure de fou dans le doing, tu vois, dans le chemin, dans le fait de le faire. C'est-à-dire que au-delà, tu vois, de la preuve sociale, ouais, c'est clair que ton ego, il est content. Moi, quand je me balade à la Fnac, je vois mon bouquin tête de gondole, meilleure vente, allez-y les yeux fermés et tout. Je vois des gens l'acheter devant moi, je suis content. Mais c'est tellement une introspection que c'est une séance de psy, quoi, le truc. C'est que tu sors de là, ah ouais, les étapes, les trucs, tu vois, tu redescends d'un étage, tu dis, ouais, je suis quand même content de ce que j'ai fait, quoi. Et moi, il m'a fallu ça pour me poser. Ok. Bah, moi, c'est un de mes rêves cachés, évidemment, mais pour l'instant, ça me semble un peu insurmontable par rapport, parce que j'ai jamais fait ça. Moi, je suis plutôt. Est-ce que t'as le temps? Est-ce que t'as le temps? Bah, je pense que c'est comme tout, ça doit pouvoir faut du temps, hein, c'est du taf, hein. Mais ouais, j'imagine, mais bon, après, moi, j'ai plus un profil scientifique, donc je pars quand même de plus loin sur la technique, ça c'est clair. Mais bon, ça c'est un truc. Mais quand on écrit un mail, nous, c'est toujours, le storytelling, golden nuggets, donc en fait un peu ce qu'il faut en retirer, la caractéristique, peut-être la partie, si on explique comment faire une pub, et c'est peut-être justement les X points qu'il faut savoir pour faire une pub, mais on démarre d'abord par le storytelling et ensuite une activation, le call to action pour aller cliquer sur un lien, sur une page de vente ou aller voir la suite ou machin, etc. Et en fait, j'ai un peu l'impression que ça s'écrit comme ça aussi un bouquin quand je t'entends le dire, tu vois. Il y a le storytelling, la technique et le... Alors, pour être totalement honnête avec toi, je suis d'accord avec toi, mais moi, je ne l'ai pas écrit avec autant de stratégie. Je l'ai vraiment écrit, le bouquin. Alors oui, bien entendu, tu vois, il y a le lien de mon site, mais il n'est pas en gros, hein, on est chez Erol, tu vois, il faut le mettre en petit. Tu peux pas, c'est pas auto-édité sur Amazon Publishing. Mais pour être vraiment honnête avec toi, le bouquin, je l'ai vraiment écrit dans un mood de dire, ok, tu vois, je prends mon sac à dos avec toute ma life, mes problèmes, mes envies, mes combats, mes convictions, et je vous balance ça dans la gueule. Et j'ai pas calculé trop le truc, et j'ai voulu le faire vraiment brut de décoffrage, sans trop de stratégie marketing, en me disant, tu vois, il y en a plein qui écrivent des bouquins comme ça, tu vois, une approche scientifique. D'ailleurs, les scientifiques sont très bons commerciaux, les ingénieurs sont très très bons commerciaux, très rigoureux. En se disant, bah tiens, je vais sortir un bouquin, toi, dans la construction, je vais faire ça, et puis je vais l'emmener là, et puis là, je vais lui vendre ça, etc. Moi, je l'ai plus fait comme si tu faisais de la musique et que tu fais un freestyle. J'ai balancé le truc, tu vois, j'ai dit, ok, je suis né en 86, en 95, mon père meurt, je me retrouve avec ma mère, on n'a pas de thunes, on dégringole socialement, je rachète mon parking en 2013, je relève la pente, plein de doutes, plein de trucs,
tu peux le faire aussi, vas-y, fais-le, je te donne ma méthode, tu fais ça 1, 2, 3, 4, 5. Et je l'ai vraiment fait comme tu vois, comme le mec de Feed. Tu vois le discours qu'il a. Tu sais que tout à l'heure, je Moi, voulais je te me le dire. retrouve. Ce que tu vends, tu sais, je lui ai dit, mais je voulais te le Mais je dire me aussi. retrouve en lui. C'est du dev perso, en fait, hein, ce qu'il vend. C'est pas des barres de Mais chocolat, bien tu vois. sûr, mais Donc, je me retrouve en lui. Ouais. Tu vois, moi, je le connais pas, on se connaît pas encore, mais je me retrouve en lui. Après, on n'aime pas, c'est un autre débat, mais moi, quand j'ai écouté ces trucs, tu vois, j'ai une histoire forte, malheureusement. Lui, ou heureusement d'ailleurs, lui a une histoire forte aussi, différente de la mienne, mais je comprends totalement. Et moi, je suis un peu dans le même truc. C'est-à-dire que les gens qui achètent mon livre, qui suivent mes formations, qui regardent ma chaîne YouTube de montre, avant tout, ce qu'ils aiment bien, c'est mon histoire, ça les a touchés, ça leur a parlé. Et moi, je suis exactement comme lui, comme Anthony, tu vois. C'est-à-dire que j'incarne quelque chose qui est sincère, qui m'anime. Et mon bouquin, il est plus là-dedans que dans un copywriting précis, dans un entonnoir, dans un tunnel. Et j'ai pas lu son bouquin, mais je pense que moi, fondamentalement, ce que je veux écrire, c'est du dev perso. Ça, je le dis clairement. La direction que je veux prendre, c'est clairement ça. Moi, mon rêve, c'est d'écrire un bouquin de dev perso où je parle pas d'investissement, pas de parking, mais où je parle plutôt de motivation basé sur du concret, tu vois, sur des choses activables. Hein. C'est pas un truc complètement ésotérique. Mais si un jour j'écris un bouquin comme ça, dev perso, très ancré dans la réalité, moi je suis pas trop roman, tu vois, je suis plus très ancré dans la réalité, et qui cartonne, je suis prêt à vendre tous mes parkings, à me retirer à la campagne avec un chien, Cap Ferret, où tu veux. Et ça, c'est mon Graal, c'est ça, ouais. C'est d'arriver à impacter les gens sur ça. Et je pense que Anthony est dans la même démarche. Donc, après, c'est parce qu'on a vécu des galères, tu vois. Il y a un moment, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est hyper intéressant. Tu sais, quand tu me dis un truc comme ça, j'ai limite pas envie d'enchaîner, tu vois. C'est trop bien. Tu sais, j'ai une question en fin de podcast, c'est par quoi tu veux. Enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? C'est quoi la suite pour toi? Tu vois, un peu parler, tu sais, toujours un peu parler de la suite, mais ça, du coup, Ouais. c'est un projet que tu l'as. Tu sais quand est-ce que tu vas le mettre en œuvre ou pas? Bah, écoute, ouais. Si tu veux, là, dans la timeline, le bouquin, il est sorti le 16 juin. On est encore, le lancement, c'était l'été, c'était un peu calme, et ça, on a eu de la bonne presse. Septembre aussi. Là, on continue à avoir des retombées. Là, les formations, j'ai du monde. Mon lancement, je lance lundi, là. Ma formation e-learning, ça avec du coaching et tout. Donc là, je suis vraiment focus là-dessus. Je passe mes journées à faire du montage, à faire des quiz hyper techniques et tout. Je m'éclate. Et j'ai Tocante, ma chaîne YouTube de montre. Donc tu vois, j'ai les deux. Ça, c'est l'exutoire. Après, je fais beaucoup de sport aussi, mais ça, c'est la partie pour le fun qui m'éclate. Je commence aussi à avoir des partenariats, des gens qui me filent des montres. Ah ouais, cool. Ça bouge un peu, tu vois. Ouais. Et puis, une fois que il y a... Là, je suis vraiment dans le dur, tu vois, je bosse beaucoup. Une fois que ça va s'enchaîner, que les formations vont se faire, etc., que tout va tourner, je vais me relancer dans l'écriture d'un bouquin. Et là, je le ferai plus grand public. Parce que moi, ce qui m'a un peu frustré sur le bouquin, c'est que c'est son titre. Je te dis la vérité, hein, Gérald. Investir dans les parkings. Et mon pote, un pote auteur, il m'a dit, en fait, tu as eu un souci d'ego, c'est qu'en fait, tu t'es dit, Alex, je vaux mieux que investir dans les parkings, donc ça te bloque. Je fais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, il faut accepter. Oui, j'accepte de faire les parkings, c'est pas une honte, c'est très bien, et voilà. Donc, j'accepte ça. Mais le prochain, je veux aller au-delà du parking, parce que investir dans les parkings, ça a été mon pied à l'étrier dans le truc. Tu vois, pour raconter ce que j'ai envie de raconter, ça a été ma fenêtre. Tu vois, je me suis engouffré par un Velux. Ça a été le parking. Hop. Maintenant, je suis dedans. Ça y est, maintenant, les éditeurs, ils me connaissent, ils savent que j'ai bien vendu, etc. Maintenant, je suis dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je veux vraiment aller là où je veux aller. C'est-à-dire bouger les gens, leur donner envie d'entreprendre, de créer, de se dire, tu peux le faire. Comme toi, tu peux lancer un podcast. Tu vois, tu as un super podcast. Bah, j'ai envie de dire aux gens, bah, tu vois, les gens, ils te regardent, ils n'osent pas lancer leur podcast. Bah, faites-le, faites comme lui. Faites comme lui, tu vois, achetez un peu de matos. Vous n'avez pas besoin d'être riche. T'achètes un petit micro à 100 balles, un truc, pour 300 balles, tu t'équipes, tu prends un ordi d'occasion. Ok, fais-le, quoi. Et moi, je veux vraiment aller dans ce côté motivationnel. Et là, je veux vraiment être 100% moi. Plus encore qu'avec les parkings. Les parkings, ça a été vraiment le pied dans la porte, quoi. Le hop, tu sais, le commercial. C'est bon, je suis chez vous, madame.
Ouais, mais regarde. Donc là, je l'ai fait. Là-dessus, Niel aujourd'hui, ok, il arrose toute la tech française. Il investit partout, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il fait du bien à l'écosystème, etc. Machin, mais il a commencé par 36-15 ULA, quoi, tu vois. Ouais, Il a comment et je veux dire, il part de plus loin que et il y en a plein qui ont démarré avec des business qui aujourd'hui sur lesquels ils sont plus identifiés, tu vois. Et mais ouais. moi, mes premiers business, je peux le dire, j'en ai peu parlé, mais j'ai des muses sur l'infidélité et je me revendique en plus d'être un bon catholique, tu vois. Donc Sérieux? l'infidélité, ouais, tu vois, l'adultère. Non. J'ai Arrête. des business à l'abonnement là-dessus. Et en fait, bah, heureusement, je Ah, t'es m'identifie bon. plus là-dessus, mais j'ai eu pendant longtemps des business sur l'infidélité. Et donc, Mais bah, c'est ce qui m'a permis de mettre le c'est pied à ouf. l'étrier. Mais, Et mais aujourd'hui, ça, tu vois, c'est super important ce que tu dis. Moi, j'ai conceptualisé ça. Et j'appelle ça le syndrome du perfectionniste. C'est qu'en fait, en France, il y a un souci, c'est que les gens veulent le produit, le service parfait, l'image parfaite, tu vois, ils veulent tout de suite que ce soit parfait. Ils vont se lancer sur YouTube, ils vont pas le faire parce qu'ils veulent le montage parfait, la miniature parfaite, le podcast, ils veulent le son parfait. Mais non, moi, je commence par un parking, c'est pas sexy. Toi, tu as commencé avec ça. Niel, il a commencé avec un Minitel rose. Et en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est que tu fais un truc qui est pas parfait et tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Quand tu commences un podcast, il n'est pas aussi bien que le podcast que les derniers podcasts que tu fais. La miniature, elle est moins bien. Le son est moins bien. L'aisance est moins bien. Mais il faut le faire. Parce que si tu commences jamais aujourd'hui par un point de départ, tu vas jamais y arriver. C'est comme pour le parking. J'ai acheté un pauvre parking à 4000, pas négocié, etc. Maintenant, je négocie, je suis à l'aise, j'arrive en basket, avec un hoodie, je m'en fous, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens, à travers un bouquin, un podcast, que tu veux, voilà, c'est qu'à un moment, tu veux faire un truc, cherche pas à être le boss et l'expert du truc, à te former pendant 10 ans. Fais-le, forme-toi bien sûr, mais fais-le, tu démarres et tu progresses au fur et à mesure, quoi. Et ça, il y a encore des gens qui ont du mal à le comprendre et ça les bloque et procrastinent. bah, écoute, je suis 100% aligné. Rien de plus à rajouter. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis là. Du coup, lancement lundi. Lancement lundi. Lancement lundi, ouais, de ma formation. Et puis, ouais, lancement lundi de la formation. Là, j'ai tout donné. Je l'ai fait seul, tu vois. Puis vraiment en maison, quoi. C'est-à-dire, le tournage, tu vois, une partie avec Loom où je filme mon écran, une partie aussi face cam, des quiz, des corrections du quiz, une communauté aussi sur WhatsApp, sur Discord, sur l'investissement dans les parkings, la possibilité de me contacter, la possibilité de faire des Google Meet, des rencontres, des lives. Franchement, là, laisse tomber, j'ai parking écrit sur mon front. Et après, le lendemain du lancement, je pars un peu au bord de la mer. Cool. Trop bien. Mais écoute, on mettra le lien pour le lancement. On mettra le lien dans les notes de l'épisode avec plaisir. On va pousser tout ça parce que je pense que c'est très complémentaire des personnes que nous on accompagne dans l'entrepreneuriat, puisqu'il faut il faut penser à son patrimoine et je suis persuadé que c'est un super pied à l'étrier le parking. Je n'ai jamais fait pour être sincère, mais je suis persuadé que c'est une bonne chose et ton approche me plaît beaucoup. Donc on fera le nécessaire aussi pour contribuer au lancement. Ouais. C'est avec un grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres liens où est-ce qu'on peut te suivre? Donc tu parlais de la chaîne de montres, mais t'as aussi des réseaux. Ouais, les réseaux, après Instagram, Alexandre Lacharme, mon site alexandrelacharme.com, LinkedIn, Twitter, un peu partout, TikTok aussi maintenant. Et la chaîne de montre s'appelle Tocante, donc montre en argot, T-O-C-A-N-T-E-S. Et le concept, c'est de faire des reviews de montres et d'aller voir les gens chez eux ou dans des cafés pour qu'ils me parlent de leurs montres, mais sur un ton hyper informel. Vous savez, un peu comme dans les trucs de bagnole, quoi. T'as quelques youtubeurs qui font, tu vois, qui vont voir des mecs, tiens, salut, alors parle-nous de ta voiture, caméra à la main, tu vois. Il n'y a pas 36 caméras, j'ai pas voulu faire un setup trop léché. Et ça marche bien, ça plaît. Et en fait, les montres ont un côté très élitiste, tu vois, il faut connaître. Et moi, j'ai fait la douleur du truc, en fait, le trigger, ça a été de me dire, avant, tu vois, j'aimais bien les montres, mais j'avais pas trop de thunes. Et je me faisais allumer sur les forums. Tu vois, je posais une question à la con. Oh là là, mais vas-y, rentre chez toi et tout. Je me dis, ouais, mais monde d'initié un petit peu, ouais. C'est quoi ce truc snob? Et moi, j'ai fait un truc et tu vois, la baseline, c'est
le monde sans le côté snob et prétentieux, mais avec spontanéité. Je sais plus trop ce que j'ai écrit. Tu vois, et j'ai voulu casser en fait le côté élitiste, spontané, en disant bah tu peux avoir des super belles montres, mais détends-toi, mec. Tu vois, t'es pas obligé de te tenir droit avec un super costard et d'être au Ritz. Tu peux aussi être dans un petit café en basket et être simple. Et donc j'ai voulu amener un côté un peu à la cool dans un univers très et c'est un peu ça mon truc, et c'est ce que je fais aussi dans le parking, tu vois. Moi, quand je vais voir des conseillers en gestion de patrimoine qui m'interviewent là en ce moment, etc., ils sont tous en costard cravate, tir à 4 épingles, et moi je fais exprès d'arriver le plus à l'arrache possible, tu vois, justement pour leur dire les gars, on se détend. C'est ce que tu as approuvé, c'est ton discours, c'est ton histoire, c'est pas la marque de ton costard, ça je m'en fous complètement, quoi. Donc moi j'arrive en New Balance, les mains dans les poches, sympa, tu vois, mais détente en fait. Et je trouve que c'est important de se détendre et de pas forcément vouloir compenser un manque de discours, de vérité par une Clairement. apparence ou une posture. Ça, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, tu vois, qui compensent quelque chose en voulant en faire des caisses. Si tu as confiance en toi, tu sais ce que tu fais, tu es aligné avec tes convictions, mais tranquille, tu vois, on est au même niveau, quoi. Il n'y a pas de dominant-dominé, quoi. C'est ma vision des choses dans tout ce que je fais. Je partage à fond. Merci Alex, ça m'a fait super plaisir de faire cet épisode. Il faut qu'on en fasse un sur les montres dès que tu as un moment, là, dès que tes lancements sont prêts, etc. Avec plaisir. Et avec plaisir. moi j'ai 2 montres, il faudra que je t'en parle aussi. Ces 2 montres, j'ai voilà. Voilà, donc voilà, j'en ai 2, j'ai 2 montres, j'ai eu 2 enfants. Il y a une histoire là-dessus. Ouais. Voilà, Bah, c'est souvent ça. C'est souvent quand il y a avec grand plaisir, on se fera ça. Et puis quand tu viens à Paris, tu me fais signe. Allez, si jamais tu passes, et pareil pour Bordeaux. On se voit avec grand plaisir. C'était top. Avec Merci grand plaisir. On s'était dit 1 heure. Ça fait 1h21, j'avais pas vu l'heure passer. Donc j'espère que je t'ai pas mis en retard. En tout cas, j'ai adoré cet épisode. Merci beaucoup. Moi aussi. Bonne journée Alex. Bonne journée à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour votre pour votre temps. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à aller dire à Alex que vous avez suivi le podcast et aller suivre ses lancements, acheter le bouquin et à minima vous renseigner et suivre sur les réseaux. Ça coûte rien. Voilà. Et bonne Merci bonne à journée toi. et à plus tard. Ciao. Merci à toi.